Ça me plaît vraiment de pouvoir utiliser des produits qui vraiment me rappellent quelque chose, qui me parlent, qui me font vraiment sentir que ce sont mes desserts et que ce sont vraiment une identité. Et ça, je le fais grâce, par exemple, on a un cueilleur d'herbes qui vient régulièrement toutes les semaines nous livrer des herbes, des fleurs, etc. Et je retrouve en fait les herbes que moi je trouvais dans les champs quand j'étais en Haute-Saône, ou dans les bois, ou les fleurs des arbres, ou tout ça. Et ça, du coup, je peux les utiliser. Et à côté de ça, on a toute cette culture de Dijon, avec le cassis, le pain d'épices, la moutarde, tout ça que moi, je ne connaissais pas trop. J'avoue, quand j'étais petite, on n'avait pas les mêmes références. Et depuis qu'on est là, on apprend à utiliser tout ça et on apprend aussi à rencontrer les gens. On apprend en fait les produits d'abord et on crée autour de ça. La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes. Après 4 ans passés au relais Bernard Loiseau et l'obtention du trophée Duval-Leroy du meilleur dessert en 2010, Lucille Darrosé a relevé le défi de participer à l'ouverture de l'Oiseau des Ducs à Dijon en 2013. Et le défi a été plus que réussi puisqu'un an plus tard, le restaurant a obtenu sa première étoile. Et en 2019, elle reçoit la distinction de la promotion Passion Dessert. Son secret, penser ses desserts pour les inscrire dans l'univers de la ville dans laquelle elle travaille. Dans cet épisode, vous allez l'entendre, elle m'explique tout d'abord comment collaborer avec d'autres chefs lui permet d'avoir une nouvelle vision de la pâtisserie et de continuer à apprendre au quotidien, mais aussi son travail des associations complexes et des saveurs typées qui ne plaisent pas toujours au plus grand nombre mais qu'elle aime bien travailler, et enfin comment elle utilise les produits avec lesquels elle a grandi pour donner une vraie identité à ses desserts. Bonne écoute! Bonjour Lucille, donc ça y est, c'est la réouverture des restaurants. Comment est-ce que tu le vis et quels sont un peu tous vos projets pour l'Oiseau des Ducs? Bonjour Léa, oui c'est la réouverture, on a hâte là, d'être au 9 juin parce que j'avoue que là on a ouvert la terrasse mais on tourne un peu au ralenti, pour nous c'est pas des gros services, c'est pas la même chose et on a hâte d'accueillir surtout nos clients à l'intérieur, d'avoir vraiment toute l'organisation d'un service et puis le cérémonial un peu qui va avec parce qu'en terrasse c'est jamais pareil. Ouais. Et du coup qu'est-ce que tu réserves de bon à la carte? Eh ben, on va travailler sur un menu avec 2 desserts en dégustation. Donc là, on va vraiment partir sur des petites portions pour que ce soit vraiment le plaisir de déguster des saveurs un peu mélangées. On a aussi un menu qu'on va mettre en place tout légumes. D'accord. Et puis, on garde toujours notre menu un peu une offre du moment, du marché pour les gens qui veulent manger rapidement. Là, au niveau des goûts, on va partir bien sûr sur les fruits d'été, parce qu'on commence l'été quasiment en juin et puis on a déjà des bonnes fraises, on a déjà des framboises qui vont bientôt être bien. Là, j'ai un producteur de framboises à côté de Dijon qui m'en réserve. On a le chocolat, bien sûr, que j'ai envie de travailler parce que j'aime bien qu'il y ait toujours un dessert au chocolat à la carte. Et à côté de ça, on fait des essais, on est encore un peu sur une phase de test sur plein de choses. Est-ce que justement vous avez profité du confinement et de tout l'arrêt un peu pour tester des nouvelles saveurs, des nouveaux desserts, des nouveaux... Oui, alors j'avoue que pour moi, le confinement a été bien chargé. Je ne me suis pas beaucoup arrêtée. Je suis maman depuis peu, donc voilà, j'ai eu pas mal de travail. Mais à côté de ça, quand je me suis posée vraiment pour travailler mes desserts, réfléchir, j'avais beaucoup de mal à me projeter tant qu'on n'avait pas de date, d'objectif, de point final. Vous voyez, j'arrivais pas à me projeter vraiment.
j'arrivais pas à me projeter, je sais pas pourquoi, ça me fait un petit blocage créatif. Et depuis qu'on a eu cette date du 9 juin qui a été annoncée, il y a un peu plus d'un mois, il me semble, et là, ça bouillonne quoi. Dans la tête, ça travaille, ça bouillonne, on a envie d'essayer plein de choses, on a envie de créer, donc c'est super que ça revienne comme ça, et ça fait du bien. Vraiment, de se remettre dans les cuisines, de tout ressentir, les odeurs, la chaleur, tout, reprendre nos marques. Et là, c'est là vraiment que le processus créatif s'est remis en route. Je me suis rendu compte. Bon, après, c'est vrai que j'ai eu une période aussi un peu plus personnelle, et puis ça repart. C'est assez incroyable. Enfin, peut-être que c'est effectivement, en plus, là, le fait qu'on rentre dans l'été, le printemps, il y a plein de fruits, de légumes qui reviennent. Ça inspire aussi, j'imagine. Oui, c'est ça, toujours. Le printemps, dès qu'arrive le printemps, avec tout ce qui sort, et pas que en fruits, hein, il y a les herbes, il y a les fleurs, il y a... Enfin, moi qui adore travailler les fleurs, la fleur de sureau, l'acacia qui va bientôt arriver, les herbes fraîches, on a la verveine là, qui est à fond. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de produits d'un coup. Donc on peut s'y perdre, mais ça fait du bien pour les créations. C'est vrai que ça... C'est sûr. Et généralement, tu proposes combien de desserts à peu près? Enfin, vous proposez combien de desserts, que ce soit à la carte et dans les menus? Enfin, en même temps, tu as combien de desserts différents? J'en ai 3 ou 4. Ça dépend un peu. Souvent, on en a 3 en comptant un petit menu, et puis on rajoute généralement un 4e quand, par exemple, on a un menu spécial. Là, on va faire un menu tout légumes, donc pour les végétariens, qui permet en fait de travailler les légumes en dessert, parce que j'aime beaucoup, et au moins ça nous fait une offre un peu plus éclectique, parce qu'on a beaucoup de clients qui nous réclament des plats végétariens, et nous, ça nous fait plaisir de se faire ce menu. Effectivement. Et du coup, toi, ça sera quoi quel légume est-ce que tu vas mettre à l'honneur dans ton dessert? Alors, cette année, ce sera la tomate. C'est plutôt facile, je trouve, mais je ne l'ai jamais fait, parce que j'ai beaucoup travaillé les légumes comme un peu plus compliqués, hein, comme le céleri, le céleri boule, le panais, j'ai travaillé la carotte. C'est pareil, c'est un peu plus facile, c'est sucré. Oui. Et j'avoue que la tomate, comme je ne l'ai jamais fait, j'avais hâte de le faire cet été. Ouais. Et comment tu vas la travailler? Tout en fraîcheur. Hein. Je vais rester sur un sorbet, parce que le sorbet tomate, on en fait régulièrement aussi pour le salé. Le chef l'utilise. Et j'aime beaucoup, je pense que je vais travailler la tomate verte en sorbet. Je suis en train d'affiner mon dessert en même temps. Hein. Et je vais faire un tartare un peu de tomates fraîches, je vais le travailler en chips, je vais essayer vraiment d'avoir beaucoup de texture, mais tout en fraîcheur. Vraiment, je veux un dessert très frais pour l'été, et puis que ça passe tout seul à la fin d'un menu. Moi, c'est ce que je cherche toujours, en fait, c'est d'avoir des desserts assez légers pour que les gens puissent se faire plaisir sur le salé, et puis après, ne pas être trop rempli pour avoir un bon dessert et finir sur une note légère. Effectivement, écoute, on y reviendra un peu, mais tout d'abord, je te propose de revenir sur ton parcours au prisme des saveurs. Donc déjà, quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance? Alors moi, je suis originaire de Haute-Saône, d'un petit village. Mes parents étaient agriculteurs, donc forcément, ça va être des odeurs de la ferme, mais des bonnes odeurs, hein, parce que il y a le foin, il y a les herbes fraîches, il y a le lait frais aussi. C'est vrai que quand on a été élevé comme ça, à boire du lait frais, de la crème crue, des choses comme ça qui sont très parfumées, après on n'en sort pas indemne, forcément ça marque. Et moi j'adore travailler les fromages blancs qui sont assez typés, le lait cru, la crème fraîche, et puis ces odeurs de foin que j'adore. Je travaille régulièrement en fait avec le foin ou l'aspérule, parce que l'aspérule c'est une plante des bois qu'on fait sécher et qui rappelle ce parfum de foin qui est très régressif pour moi. Et ça, oui, du coup, c'est quelque chose qui vraiment te marque, toi, dans la manière dont tu travailles les produits et peut-être aussi dans la manière dont tu les sélectionnes? Oui, de plus en plus. En fait, je me suis rendu compte aussi que cette partie de mon enfance, je l'utilisais très peu avant. Quand je faisais mes desserts, j'étais restée aussi sur ce que j'avais appris. Hein. Quand on travaille avec des produits qui sont standardisés, de la crème, des œufs ou que ce soit du lait, on n'a pas du tout les mêmes ressentis. Et puis on fait une pâtisserie assez classique, en fait. Et de plus en plus, en fait, j'ai commencé à chercher des producteurs, des produits qui me rappellent un peu plus
ce que j'ai vécu en enfance. Et de plus en plus, j'essaye de les intégrer dans mes desserts. Mais c'est pas toujours évident parce qu'il y a des gens que ça dérange un peu, il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir ça aussi. Donc je le travaille toujours de manière à ce qu'il y ait une petite pointe qui fasse vraiment un rappel et qui n'emporte pas sur tout le dessert. Ok. Et c'est quoi ton plus beau souvenir gustatif ? C'est compliqué ça. Parce que si on parle de l'enfance, forcément c'est des desserts. Parce que là, c'est sûr qu'on n'est pas pâtissier pour rien. Je suis très gourmande. Et j'ai une grand-mère qui faisait des tartes magiques. Et qui en fait toujours. Mais sa tarte aux pommes, j'avoue que c'est un de mes plus beaux souvenirs. Et est-ce que tu as déjà réussi à la reproduire presque à l'identique, parce que souvent on n'arrive jamais vraiment... Presque, mais je pense quand même qu'on peut pas la refaire à l'identique. Elle a ses pommes, elle a sa manière de faire et tout, et elle sera toujours unique. Je pourrais jamais la refaire. Certes. Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton arrivée et puis l'ouverture de l'Oiseau des Ducs, puisque tu t'es arrivée pour l'ouverture ? C'est le chocolat. Moi, j'aime beaucoup le chocolat. Alors ça, c'est sûr que c'est pas... C'est quand même souvent pour les pâtissiers. Mais j'avoue que quand je suis arrivée ici, j'ai fait une petite tartelette chocolat cappuccino qui a beaucoup plu dès le début en fait aux clients. Et ça m'a fait du bien dans mes premières créations d'avoir des très bons retours comme ça, parce que c'est pas évident quand on commence déjà pour le premier poste de chef et en plus faire une ouverture dans une ville qu'on connaît pas trop. On connaissait un petit peu Dijon, mais pas à ce point. Et cette tartelette chocolat cappuccino, elle a vraiment été un marqueur de l'ouverture. Elle est restée quelques mois à la carte, même si j'essayais de changer régulièrement, celle-là elle revenait souvent. Ouais, et c'est vrai que c'est le chocolat qui va rester un peu pour l'ouverture, je pense. Et tu disais, comme on ne connaissait pas Dijon, c'était plus compliqué. Tu as besoin de connaître vraiment la ville et de t'imprégner en fait de tout l'univers de la ville dans laquelle est le restaurant pour pouvoir mieux créer. Est-ce que maintenant, tu vois, je sais pas, il y a des choses qui t'inspirent dans Dijon ? Oui, je trouve que ça change beaucoup. En fait, quand on arrive quelque part, qu'on propose une cuisine, une pâtisserie et qu'on ne connaît pas ni les gens, ni l'ambiance de la ville et l'univers, forcément, on n'est jamais tout de suite en raccord avec tout ce qui se passe. Et à force en fait, de vivre ici, de côtoyer tous ces gens et de tisser des liens, on propose vraiment, je trouve, une autre cuisine et qui nous ressemble plus déjà, et puis qui s'imprègne un peu plus de la ville. Je trouve que c'est important de se sentir bien déjà là où on est et là où on crée. Du coup, ça fait un peu plus une synergie, j'en suis sûre. Bon, après, j'ai pas d'expérience autre, donc je peux pas expliquer le contraire, mais pour moi, en tout cas, ça m'a permis de créer autrement. C'était quoi les saveurs de ta toute première création ? Est-ce que c'était cette tarte chocolat cappuccino ? Est-ce que c'en était une autre ? Non, c'était une autre. Ma première création, c'est quand j'étais encore avec mon chef Benoît Charvet à Saulieu. J'ai fait un concours, le premier concours que j'ai fait du Val-le-Roi. À l'époque, c'était un concours où on devait créer un dessert et associé à un champagne. Donc c'est vraiment la première fois où je me suis penchée sur la création, où j'ai dû vraiment travailler sur les saveurs, les textures et tout ça. Le chef m'a aidée bien sûr, mais j'étais super contente de ce travail, et en plus j'ai gagné, donc ça a été double récompense pour moi. Et donc les saveurs, c'était autour du champagne rosé, et j'étais partie sur un framboise et baie rose. Framboise, baie rose et champagne. Et j'avoue que j'ai découvert ce jour-là, quand j'ai fait cette création, la baie rose. Je n'avais jamais trop utilisé. Et depuis, framboise, baie rose, je l'utilise régulièrement parce que j'adore. Et visuellement, il ressemblait à quoi ? Alors en fait, c'était un petit écrin. J'avais vraiment misé sur le visuel aussi parce que pour moi, c'est vachement important. Un petit écrin en sucre opaline transparent. Et dessus, j'avais dessiné des petites dentelles. Parce que je trouvais que le champagne, déjà, c'était super féminin, c'est quand même assez sensuel et tout ça. Et j'avais envie de représenter un peu ce côté féminin et un peu de dentelle. Et du coup, j'avais dessiné une dentelle dorée dessus et par-dessus un petit cœur glacé piqué. Donc ça ressemblait à un écrin de bijoux ou de... Voilà. Et donc ta toute dernière création, elle avait quelle saveur ? C'était pour le menu qu'on a fait avec une chef africaine cette semaine.
Et j'ai créé un dessert glacé, un vacherin, parce que j'aime bien aussi les vacherins, j'en fais régulièrement. Je trouve que c'est glacé, c'est frais, on peut rester très léger aussi avec les meringues et tout ça. Et c'est gourmand avec la chantilly, tout le monde adore. Et là, je suis partie sur une chantilly à la crème de coco pour être sans produits laitiers aussi. J'essaye de travailler de plus en plus mes desserts en essayant d'enlever un petit peu de produits laitiers, un petit peu de gluten, voir comment ça réagit. Et en me disant, voilà, si jamais un jour j'ai une allergie, je pourrais rebondir autrement. Donc là, j'étais partie sur un dessert sans produits laitiers avec une crème de coco et vanille de Madagascar. Et ensuite, j'avais fait des petites meringues à la noix de coco et j'ai travaillé l'hibiscus blanc que j'avais jamais utilisé, que la chef africaine Priska Gilbert nous avait ramené de Côte d'Ivoire. Et c'était beaucoup plus subtil que l'hibiscus rouge. J'en ai fait un sorbet qui était juste magique. Et visuellement, du coup, c'était quelque chose qui ressemblait à un vacherin un peu classique, entre guillemets ou... Non, pas du tout. J'étais partie sur un dessert assez graphique avec des bâtonnets de meringue, le sorbet en quenelle et puis des points de chantilly. J'ai essayé d'avoir quelque chose assez graphique et j'aurais du mal à expliquer comme ça si on ne le voit pas. J'aime bien en fait travailler soit la symétrie, soit complètement l'asymétrie. C'est-à-dire soit il faut que ce soit vraiment cohérent, qu'il y ait deux choses qui soient en face et qui se ressemblent et qui correspondent, soit vraiment il faut que ce soit totalement l'anarchie dans l'assiette. Donc c'est vrai que là c'était assez symétrique, j'aimais bien ce côté où on retrouve un petit peu de chaque chose en face et avec une belle quenelle. J'aime bien travailler aussi le sorbet en quenelle et les glaces en général. Je trouve que c'est tellement beau, une belle quenelle sur une assiette. C'est vrai. Et ça représente quoi pour toi la pâtisserie ? Ma vie. Pour moi, ça représente beaucoup. C'est un peu la chose qui m'a sauvée à un moment donné dans ma vie, qui m'a fait me relever et qui me permet d'avancer aujourd'hui et surtout en fait de vivre de ma passion, parce que c'est grâce à ça que je me lève tous les matins et j'ai pas l'impression d'aller au travail, j'ai l'impression de juste vivre ma vie. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Maintenant, en deuxième partie, je te propose de vraiment revenir plus sur les saveurs qui t'inspirent, tout ton processus créatif. Du coup, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as eu une claque de saveurs, entre guillemets ? Tu vois, où tu as appris plein de choses, tu as compris des choses sur les saveurs, leur travail, le métier de pâtissier, tout ça. Quand est-ce que c'était ? Pourquoi aussi ? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui t'a fait vivre ça ? Est-ce que tu as goûté un dessert qui t'a fait vivre ça ? Enfin, est-ce que tu peux un peu nous raconter ? Oui, et quand je t'entends dire ça, tout de suite, il y a plein d'images qui arrivent. C'est vraiment ça. Moi, ça a été vraiment un déclic quand j'ai découvert la pâtisserie au Relais Bernard Loiseau, quand j'ai commencé mes études, enfin, je terminais mes études, pardon. J'étais en mention et je suis partie faire un stage au Relais Bernard Loiseau, et c'est là que j'ai découvert la pâtisserie de Benoît Charvet à l'époque. Et j'avoue que je me suis vraiment pris une claque, que ce soit au niveau visuel, que ce soit au niveau gustatif, et même dans la manière de travailler et tout. Je suis restée 4 ans là-bas, et en fait, on avait vraiment une osmose dans le travail. On avait une façon de travailler qui m'a fait découvrir la pâtisserie vraiment dans ses plus beaux, appareils, je ne sais pas comment dire, mais je ne pourrais jamais remercier assez les gens qui m'ont appris là-bas, parce que je pense que quand on découvre la pâtisserie, qu'on est jeune et qu'on nous donne toutes les clés comme ça et qu'on travaille dans une ambiance comme ça et dans un rythme, on peut que aller de l'avant et on peut que bien continuer à faire son travail. Parce que malheureusement, il y a tellement de gens en fait qui se rendent compte que c'est dur et tout ça et qui abandonnent alors qu'ils ont un talent fou, que je me dis j'ai vraiment de la chance d'avoir commencé là-bas. Et en fait, l'avantage, c'est que je suis arrivée dans un grand restaurant qui avait du coup des produits exceptionnels que j'avais jamais vus. Il y avait par exemple des mangues. J'ai un souvenir d'une mangue avion qui était arrivée à Saulieu. J'avais jamais goûté une mangue aussi bonne. J'ai découvert des choses vraiment magnifiques et même visuellement. Benoît Charvet, c'était un esthète. Il est toujours, mais à l'époque, j'étais vraiment subjuguée des desserts, de la technique,
du goût aussi. Voilà, on a vraiment travaillé sur les goûts et là-bas, je pense que j'ai tout appris de ce que j'avais besoin d'apprendre. Et après, j'ai continué à apprendre, mais les bases, c'est là-bas que je les ai vues. Et justement, tu vois, quand tu goûtes un produit comme là, cette mangue dont tu as parlé, est-ce que ça peut t'inspirer pour des nouveaux desserts? Est-ce que vraiment, des fois, tu as des déclics en te disant ce fruit est incroyable, j'ai envie de le mettre à l'honneur dans mon dessert, et donc tu vas trouver la meilleure manière de le travailler, justement? Oui, bien sûr. Ça, c'est maintenant. C'est vrai que ça, c'était à l'époque. Je découvrais le goût des fruits à maturité, des fruits exceptionnels qu'on faisait venir euh, vraiment de manière exceptionnelle. Maintenant, je réagis différemment, c'est-à-dire que je vais essayer, moi, de partir à la recherche de ces produits-là. Je vais essayer aussi, des fois, je les découvre sans les chercher. Hein. C'est vrai que des fois, on va au marché, on trouve des belles choses, ou il y a un fournisseur qui vient nous proposer des belles choses. On a des fois des rencontres comme ça qui nous permettent de découvrir des nouvelles choses. Mais c'est vrai que quand on arrive à découvrir un produit, c'est un peu moins sur les fruits que ça me fait ça, mais un peu plus sur les épices, sur les fruits secs aussi. J'ai découvert des produits assez exceptionnels et tout. Et tout de suite, on a envie d'en faire quelque chose, bien sûr. On se dit, ça s'intégrerait bien avec ça. Et dans notre tête, en fait, on commence à réfléchir les associations de saveurs, les associations de texture et tout ça. Et c'est là, quand je disais que ça bouillonne, que voilà, on a tout de suite des idées, quoi. Et c'est quoi la dernière épice en date qui t'a fait ressentir ça? Et ben, par exemple, l'hibiscus blanc que je disais que j'ai fait une création cette semaine avec. J'ai trouvé cette subtilité qu'il n'y a pas dans l'hibiscus rouge qui est assez acidulé, assez puissant. J'ai trouvé une subtilité, un truc. Et on a utilisé également du poivre rouge de Bafia, de Côte d'Ivoire. Elle m'a fait découvrir ça, la chef. Et avec le chocolat dans un soufflé qu'on a fait, c'était impressionnant parce que ça nous a fait une fraîcheur en bouche alors que c'était un soufflé au chocolat. Ouais. Et avec le poivre, ça faisait une fraîcheur en bouche, c'était piquant mais c'était pas dérangeant. Et c'était ça qui était beau dans ce soufflé, c'est qu'on a trouvé un équilibre quand on l'a fait cette semaine qui était assez impressionnant. J'aime bien travailler le poivre avec les épices, avec le chocolat. Poivre et chocolat, je sais que ça va bien ensemble. J'ai déjà utilisé, mais là, en soufflé, avoir cette fraîcheur, je m'y attendais pas. Et quelle note il avait ce poivre? Alors, il était plutôt assez floral. C'est drôle parce que le poivre rouge, généralement, il part sur des suavités, des choses un peu animales. Et celui-là, quand je vous ai dit, là, il y avait une fraîcheur, il y avait quelque chose qui venait un peu acidulé, un peu floral. Et ça m'a surpris, ouais. Et du coup, comment est-ce qu'aujourd'hui, tu crées un nouveau dessert pour le restaurant? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui déclenche cette envie? Est-ce qu'on te demande un nouveau dessert sur ce thème? Ou alors là, donc justement, tu recevais une autre chef avec l'Afrique, etc., sur ce thème-là. Qu'est-ce qui te déclenche l'envie de créer un nouveau dessert? Alors, souvent, c'est la saison. Ouais. Parce que du coup, je travaille avec les fruits qui sortent au moment où je crée. Donc je me dis, ben voilà, là on est à pleine maturité des fraises, il faut que je fasse un dessert à la fraise. Parce qu'après ce sera trop tard. Et puis ensuite je cherche mes desserts avec le produit. Et sinon, c'est mes envies. Par exemple, je découvre un nouveau chocolat, j'ai envie de tester un chocolat comme ça. Je sais que le dessert chocolat, de toute façon, je peux en faire toute l'année. Donc là, je ne me prive pas, quoi. Je crée selon... Quand j'ai des produits en fait, qui peuvent se trouver toute l'année, je profite pour réfléchir plus longuement sur un dessert, par exemple, et le sortir plus tard. Et quand je sais que c'est un produit qui est là de saison et que je veux l'utiliser tout de suite, je le fais tout de suite. Voilà. Et après, comment ça se passe? Déjà, tu vois, par exemple, la fraise, bon, j'imagine que vous avez des producteurs un peu attitrés, entre guillemets. Et après, comment est-ce que... tu vois, admettons, si c'était un nouveau produit, donc là, si tu voulais reprendre de l'hibiscus blanc ou ce genre de choses, comment est-ce que tu vas trouver ce produit? Et ensuite, comment est-ce que tu vas aussi l'associer? Eh bien, pour le sourcer, le produit, là, j'avais le contact de la chef africaine qui nous l'a ramené. Donc, je pense que si j'en ai besoin de plus, je vais la contacter, elle va m'expliquer. Soit elle va me l'envoyer, peut-être, parce que j'avoue que peut-être que les producteurs seront difficiles à joindre ou que peut-être qu'elle va m'en envoyer. Ou alors, je vais trouver un autre fournisseur parce que en fait, c'est un produit que j'ai jamais utilisé, mais je pense qu'il est
quand même identifiable sur certains fournisseurs, à mon avis. Après, par exemple, on a ce type de choses, et puis on peut aussi chercher des nouveaux fournisseurs si on n'en a pas. Ça, c'est vraiment pas le plus compliqué, je trouve. Ouais. Voilà, vraiment le plus compliqué, c'est de savoir en fait quel dessert on va faire sur quelle période, et puis en avoir suffisamment sur le long terme en fait pour pouvoir suivre. Et au niveau des créations, après, souvent en fait quand j'ai un produit, je cherche quels sont les autres produits de la saison, qu'est-ce qui va bien aller avec, et on a un peu une bibliothèque des saveurs dans la tête et on se dit ça irait bien avec ça. Alors tout de suite on imagine, mais bien sûr il faut tester parce que parfois ça marche et parfois ça marche pas. Alors quand ça marche tout de suite, c'est parfait, on finit le dessert, tout va bien, et quand ça marche pas, et ben on retravaille, on recherche, et c'est pour ça qu'il y a des desserts des fois qui vont sortir comme ça, en un claquement de doigts, et il y en a d'autres où il va falloir un mois, ou peut-être même on abandonne, on passe à autre chose. Ça m'est déjà arrivé de chercher à faire un dessert avec tel produit, et en fait ça n'allait pas du tout, donc on abandonne, et puis en fait on se rend compte que l'année d'après on réessaye et on a trouvé ce qui n'allait pas, et on a besoin comme ça des fois de plus de temps. Mais c'est ce que j'allais dire, même quand tu abandonnes, tu réessaies quand même l'année suivante en te disant ce produit j'ai quand même envie de le travailler, il faut trouver quoi. C'est ça, et des fois ça marche pas tout de suite, donc avant je m'obstinais, maintenant j'arrête, je me dis bon je trouverai plus tard, voilà. Parce que quand on s'obstine, je trouve qu'après on perd en fait cette fraîcheur de la création qui nous fait avoir des idées tout de suite beaucoup plus intéressantes en fait. Quand on s'obstine et que ça marche pas, là tout de suite on veut en faire trop, on veut rajouter, et ça ne va plus quoi. Donc c'est pour ça que maintenant je fais ça, j'abandonne et je me dis allez je réessayerai plus tard, et plus tard en fait on se rend compte que c'est là où tout de suite on trouve ce qui n'allait pas, on trouve pourquoi, et on trouve de nouvelles associations en fait qui vont mieux, et puis ça roule. Oui c'est ça, mais c'est difficile d'avoir le temps, c'est un luxe d'avoir le temps de créer. Et des fois on l'a pas, donc des fois c'est vrai que moi j'avoue que j'ai plein d'idées, par exemple la framboise et bérose, je sais que ça va très bien ensemble, il y a plein d'idées comme ça que j'ai déjà faites, et quand je vois que j'ai pas beaucoup de temps pour faire la création d'un dessert, j'ai déjà des références sur ce que j'avais fait avant qui peut remarcher et qui peut recommencer à plaire, parce que de toute façon, par exemple, cet accord de framboise et bérose, j'ai dû l'utiliser une fois dans mes desserts depuis que je suis à Dijon. Donc je me dis en 8 ans, je pense qu'on peut revenir dessus sans que les gens retrouvent les desserts qu'ils ont mangés il y a 5 ans. Voilà. Ouais, c'est sûr. Et après, tu vois, combien à peu près de desserts tu dois créer ? Enfin, je veux dire, tous les combien de temps, enfin, tu dois faire une... Mais en fait, j'ai pas d'obligation, donc ça, c'est vraiment au gré des saisons, au gré de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a le temps de faire. On a un menu qui change régulièrement, toutes les 2-3 semaines, qui est le menu du midi, voilà, avec des desserts un peu plus simples et faciles pour les gens. Et après, je travaille des associations un peu plus compliquées, par exemple, pour les menus. Et là, quand on a un travail un peu plus poussé de création, c'est vrai que mon dessert, j'aime le garder 1 mois ou 2, quoi. Mais on change régulièrement quand même. J'ai jamais eu de dessert qui est resté 1 an à ma carte, par exemple. Je change régulièrement parce que je trouve que c'est important de coller déjà à la saison pour les fruits, et puis de coller aussi à nos envies, notre création. J'ai du mal en fait à dresser le même dessert pendant 6 mois, c'est difficile. Parce qu'après on en a marre, on a envie d'essayer d'autres choses, on a envie de... C'est quoi une association compliquée ? Une association compliquée, c'est ce qui va plaire, mais pas à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a certaines saveurs qui sont un peu typées. Par exemple, le thé Lapsang Souchong, que j'adore, c'est un thé fumé. Je trouve que, par exemple, ça va très bien avec le chocolat. J'avais essayé de faire un dessert aussi avec de l'amande ou quelque chose de plus doux qui aille avec. Mais sur ce type de produit, c'est un thé fumé, donc en fait, on a... certaines personnes où ça passe vraiment pas. Je trouve qu'il y a des produits comme ça qui sont un peu segmentants, voilà, on aime pas.
c'est assez, assez dur à vivre parce que des fois on fait un accord avec des goûts particuliers qu'on a envie de faire découvrir, on a envie aussi d'emmener les clients un peu sur d'autres chemins, d'autres choses et il y a vraiment ce type de produits, c'est pas le seul, mais qui sont assez segmentants. Donc, quand on a un goût de fumée comme ça, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Et tout de suite, c'est plus difficile à amener aux gens. Donc, je trouve que quand on met ça dans un menu de dégustation où on prend le temps, on a des petites portions, c'est toujours plus facile d'amener des saveurs un peu comme ça qui n'ont pas l'habitude de goûter aux clients plutôt qu'un menu du midi où on a entrée, plat, dessert. On doit vite partir parce qu'on repart au travail et qu'on prend moins le temps. Ouais, non, effectivement. Et donc, c'est vrai que tout ce genre de saveurs, tu les travailles vraiment sur des petites bouchées, enfin, sur des petites quantités. Alors, c'est pas forcément petit, mais au moins sur des menus un peu plus où les gens prennent un peu plus le temps. C'est surtout ça. Alors, effectivement, c'est vrai que quand on a un menu dégustation avec 2 desserts, je fais pas des très grosses quantités. Par contre, quand on a un seul dessert, je fais pas des petites bouchées. J'aime bien aussi que les gens... Souvent, je me dis que les gens sont aussi gourmands que moi, donc ils ont besoin quand même d'avoir des bons desserts. C'est vrai. Et là, tu as parlé donc de la collaboration que tu as faite avec la chef africaine. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aimé, peut-être que tu avais déjà fait avant et que tu aimes bien et que tu aimerais refaire, justement des collaborations avec d'autres chefs? Ouais, j'aime bien. Je découvre toujours plein de nouvelles choses. On a fait un menu aussi avec Alan Jam, qui est à Paris, qui est d'origine libanaise. Merci, je cherchais. Et en fait, il m'a fait goûter plein de choses. Quand on a fait des desserts ensemble, il avait vraiment une autre vision des desserts, une autre façon de faire, et ça, j'adore. C'est souvent en fait qu'on fait des desserts, ou des collaborations surtout de menus avec d'autres chefs, et je trouve ça super intéressant, super enrichissant. Et on aimerait en faire plus, mais après il faut le temps de préparer, parce que pour faire ça, il faut vraiment prendre le temps de se rencontrer avant, de discuter, de pouvoir faire un menu. C'est vraiment chronophage, c'est quelque chose qui, à côté de notre travail quotidien, il prend du temps. Et c'est vrai que quand on a des petites brigades, comme on est ici à Dijon, on n'a pas toujours le temps. Donc on en fait régulièrement, je dirais deux par an, on essaye. Et si on peut en faire plus, on en fait plus. Après, il faut le temps. Mais c'est vrai qu'avec des chefs qui viennent d'autres cultures, ça doit aussi être intéressant de découvrir justement comment est perçue et conçue la pâtisserie dans d'autres pays. Et puis même les saveurs, en fait. On n'a pas du tout les mêmes justement bibliothèques de saveurs, je pense, en France qu'au Liban, justement. C'est ça, ouais. Et surtout, on ne voit pas les desserts pareils, quoi. C'est... par exemple, je reviens sur le chocolat qu'on a fait avec la chef africaine. En fait, elle m'a amené un chocolat qui était à 55%. Et pour moi, un chocolat à 55%, c'est pas assez puissant, c'est pas assez aromatique. Enfin, c'est faux, en plus, c'est un cliché. Vraiment, dans ma tête, c'était un peu... je lui ai dit, j'aurais préféré un 70, parce qu'en plus, elle en avait. Et elle m'a dit, non, mais... moi, cette amertume et tout qui est dans 70 me plaisait pas, j'ai envie d'utiliser celui-là. J'ai dit, ok, on joue le jeu aussi, hein, de faire ces collaborations et de goûter d'autres choses. Et en fait, dans le dessert, il est allé parfaitement bien, parce qu'en fait, elle connaissait son chocolat. Elle l'a amené en connaissance de cause, en sachant voilà, que son chocolat de Côte d'Ivoire, là, à ce pourcentage-là, il irait mieux pour son soufflé. Et... je me suis rendu compte, oui, que voilà, elle connaissait mieux le produit que moi et que en fait, ça allait très bien avec le poivre aussi, parce qu'il fallait équilibrer avec le poivre, qu'il fallait. Et c'est là où on se rend compte qu'on en apprend toujours, parce que mais c'est régulièrement moi que je me fais aussi des réflexions comme ça où on découvre des choses en discutant, en faisant des rencontres, on arrive à apprendre tous les jours. Hein, de toute façon, oui, c'est sûr. C'est le but de la vie. On grandit, on apprend. Oui, ce serait dommage de plus apprendre. Ouais. Et donc, tu as passé une bonne partie de ta carrière en Bourgogne-Franche-Comté. Comment est-ce que tu mets le terroir de la région à l'honneur dans tes desserts? Alors déjà, est-ce que tu le fais? Est-ce que c'est important pour toi? Et comment est-ce que tu le fais? Alors déjà, j'ai la chance, oui, d'être originaire de Franche-Comté et du coup d'être dans la même région. Donc ça, c'est vraiment une chance pour moi parce que je peux mettre en valeur, comme on parlait de mes souvenirs d'enfance, des produits un peu du terroir. Et ça me plaît vraiment de pouvoir utiliser des produits qui vraiment me rappellent quelque chose, qui me parlent, qui me font vraiment sentir que ce sont mes desserts et que ce sont vraiment une identité.
Et ça, je le fais grâce, par exemple, on a un cueilleur d'herbes qui vient régulièrement toutes les semaines nous livrer des herbes, des fleurs, etc. Et je retrouve en fait les herbes que moi je trouvais dans les champs quand j'étais en Haute-Saône, ou dans les bois, ou les fleurs des arbres, ou tout ça. Et ça, du coup, je peux les utiliser. Et à côté de ça, on a toute cette culture de Dijon, avec le cassis, le pain d'épices, la moutarde, tout ça que moi je connaissais pas trop, hein. J'avoue, quand j'étais petite, on n'avait pas les mêmes références. Et depuis qu'on est là, en fait, à Dijon, on apprend à utiliser tout ça et on apprend aussi à rencontrer les gens, hein. On rencontre par exemple un producteur de cassis de Nuit-Saint-Georges, on rencontre la maison Fallot qui fait la moutarde, on apprend en fait les produits d'abord, comment ils sont fabriqués, comment ils sont... Et on crée autour de ça, avec le chef, c'est vrai qu'on essaye toujours de s'imprégner de la ville, comme on disait aussi, ça rejoint ça. On s'imprègne en fait des gens qui produisent, on discute, au fur et à mesure qu'on les rencontre, qu'on discute, des nouvelles idées viennent. Par exemple, là, le macaron à la moutarde, j'ai fait il y a 2 ans. J'ai envie de le remettre un peu aussi en valeur, de retravailler, on va retravailler aussi avec le cassis parce que c'est vachement important, en fait, c'est des marqueurs. Les gens qui viennent, ils ont envie de retrouver des produits de Bourgogne quand ils viennent à Dijon, les touristes aussi. Et il faut qu'on arrive à les magnifier, mais en ayant toujours en tête les gens qui ont travaillé pour ces produits. Enfin, je trouve ça vachement important, en fait, ces rencontres qu'on a avec les producteurs, avec les gens de la ville de Dijon aussi, hein, qui travaillent tous les jours pour mettre en valeur tous ces produits, quoi. On a des produits quand même, je trouve, une région assez riche, avec pas mal de choses, et on a de la chance. Donc on essaye tous les jours un peu plus de s'approprier ces produits-là, hein. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Je me rends compte que quand je suis arrivée à Dijon, j'aurais jamais imaginé faire quelque chose avec la moutarde. Et puis ça vient au fur et à mesure, ça répond aux attentes, ça répond à nos besoins, et puis... Voilà, ça évolue plutôt comme ça. Justement, comment est-ce que tu as travaillé la moutarde ? Parce que c'est vrai qu'à première vue, ça paraît jamais... Ouais, ça donne pas trop envie, hein. Mais j'en ai fait du coup un macaron. Donc sur la coque, je mets des petites graines de moutarde qui vont apporter un petit piquant, mais assez subtil. Et je les garnis en fait avec une ganache que je fais avec du chocolat blanc pour avoir toute la rondeur et la sucrosité du chocolat, auquel je mélange une moutarde. Et cette ganache montée, j'ai trouvé un équilibre au fil de mes recettes, que j'ai fait beaucoup de tests et j'ai trouvé vraiment un équilibre qui me plaît, et avec un peu de confit d'orange pour lier un peu ces parfums entre la moutarde, le chocolat et le confit d'orange. Ça marche plutôt bien. Donc j'essaie de le retravailler. Peut-être je vais travailler avec d'autres agrumes. J'essaie de réfléchir à d'autres associations et puis pouvoir proposer en fait ce macaron aux clients et le faire évoluer, quoi, pour que les clients ne s'ennuient pas non plus à chaque fois qu'ils ont un macaron moutarde, que ce soit un peu la surprise. Mais du coup, la moutarde, tu l'associes plutôt avec des agrumes ? Pour l'instant, voilà. Après, c'est parce que j'avais trouvé cette association assez intéressante avec l'orange et là, je suis en train de travailler sur d'autres choses. Je pense qu'en agrumes, on a le choix. Il ne faut pas que ce soit trop acidulé. Il faut que ça reste doux, en goût, parce que justement la moutarde est piquante. Donc j'essaye de trouver une association un petit peu douce, et je suis encore dans mes tests, hein. Je fais d'autres tests, donc à suivre au prochain épisode. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire derrière le dessert qui t'a le plus marqué ? C'était peut-être pas forcément un dessert que tu avais fait, un dessert que tu as goûté, ou un dessert que tu as fait, hein, c'est au choix, mais qui t'a marqué ? C'est un dessert à la fraise que j'ai fait avec mon chef Benoît Charvet quand j'étais... En fait, c'est un des premiers desserts que j'ai vu mon chef créer. C'est-à-dire que j'ai vu tout le processus de création pour ce dessert. J'ai compris en fait comment il a fait pour chercher les goûts, les textures, la forme, le visuel. Et ça m'a marqué en fait de voir ce processus de création. Ça m'a vraiment aidé plus tard. Et en même temps, ces goûts, donc en fait c'était un carrousel de fraises avec de la... J'en ai encore des frissons rien que de reparler de ce dessert parce qu'il est vraiment magique, hein. Il est resté un des classiques à Saulieu très longtemps.
Et j'ai été très contente d'être là quand il a été créé. Et en fait, il y a de la réglisse dedans, il y a de la menthe. Et il y avait une barbe à papa, il y avait un coulis en fait qu'on faisait couler, ça faisait une petite fontaine de coulis de fraises. Enfin, il y avait tout un cérémonial. Il y avait un visuel que j'avais jamais vu pour un dessert. Alors bien sûr, maintenant, quand on y repense, on se dit il aurait pu être amélioré, il y aurait pu machin. Mais il y a quand même plus de 10 ans qu'il avait été fait quand j'étais là-bas. Et du coup, pour moi, c'était une explosion hein, de visuels, de saveurs. On avait la réglisse que j'avais jamais goûtée comme ça dans un dessert, qu'on avait mis dans une crème brûlée. Donc ça donnait cette douceur, c'était onctueux, c'était un peu riche et gras, mais en même temps la réglisse qui remontait derrière. On avait ce coulis de fraises avec un poivre, je crois que c'était du poivre de Szechuan qu'on mettait, ouais. Et qui rapportait la petite piquant. On avait la menthe fraîche qu'on utilisait pour faire un parfait glacé. On avait fait aussi une barbe à papa à la réglisse avec les petits bonbons, les stop-tout. Et ça, tout de suite, c'est pareil, c'est vachement régressif. Tout de suite, on se rappelle quand on les mangeait. Et vraiment, ça, c'est un dessert qui m'a marqué et qui reste encore... Ouais, qui reste dans ma tête, qui reste en bouche, qui reste... Enfin, visuellement, je me rappelle en avoir fait beaucoup aussi. Donc, du coup, quand on les dresse, qu'on machin, on est imprégné, en fait, hein, de tout ça. Et ça marque bien, ouais, ce genre de choses. C'est quoi l'ingrédient que tu adores travailler ? Peut-être qu'il y en a un plus que les autres ? Oui, le chocolat. Le chocolat, toujours le chocolat. Je suis très gourmande déjà de chocolat. Donc j'en ai régulièrement chez moi. J'avoue que si j'ai plus de chocolat, je vais tomber malade. Mais j'adore travailler le chocolat parce que je trouve que c'est une matière déjà vachement agréable. Enfin, je ne pourrais pas l'expliquer. Il y a une certaine harmonie quand je travaille le chocolat. Je trouve que quand on le voit fondre, quand on le travaille, quand déjà ça fait ressentir des choses, j'aime beaucoup. Et revoir aussi ce visuel quand on arrive à le mettre au point, faire des décors brillants, magnifiques, je trouve que c'est assez magique comme produit. Et puis c'est tellement bon que j'adore, voilà. Et au contraire, est-ce qu'il y en a un qui te donne un peu plus de fil à retordre, que tu peux quand même bien aimer travailler, c'est pas forcément un ingrédient que tu n'aimes pas, mais qui est toujours un peu plus compliqué à appréhender? Je dirais que c'est le sucre, mais c'est surtout pour moi technique. Enfin, c'est pas le problème technique, c'est le problème de l'humidité, de tout ça. En fait, je me rends compte que là où je suis, dans les locaux où je suis, quand je travaille le sucre, c'est toujours compliqué. J'aime bien travailler le sucre, mais je travaille beaucoup moins souvent parce que c'est compliqué quand on n'a pas les moyens techniques, quand on n'a pas pour les stocker, pour même travailler le sucre, hein. Il faut quand même être dans une ambiance un peu... voilà, pour que ce soit facile, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Et pour moi, du coup, ça m'intéresse moins. Je me dis, j'aime tellement travailler le chocolat que le sucre, je travaille un petit peu moins. Des fois, je fais des desserts en sucre soufflé, sucre tiré. J'essaye de le faire régulièrement, mais voilà, déjà, je sais pas comment expliquer. Déjà, ça me fait moins plaisir de travailler du sucre par rapport au chocolat. Donc du coup, quand je me dis que j'ai envie de travailler quelque chose un peu de compliqué, eh ben, je préfère passer du temps sur du chocolat que sur du sucre. Et puis voilà, je pense aussi qu'en plus, quand on rajoute du sucre dans un dessert, c'est toujours plus compliqué à équilibrer, qu'il faut penser à ça aussi pour plus tard, hein, un peu enlever du sucre. Donc quand c'est qu'un décor et que c'est que du sucre et qu'il n'y a pas un arôme, un intérêt vraiment, je me dis voilà, je peux passer à côté, quoi, c'est pas grave. Oui, c'est sûr, puis surtout que même le chocolat, en fait, même en tant que décor, il a une palette aromatique tellement large que tu peux toujours apporter un petit plus. Quel conseil est-ce que tu pourrais me donner à moi qui ne suis pas pâtissière, qui aime bien faire des desserts quand même, et que tu trouves qu'on ne donne pas assez ? Et peut-être aussi un conseil que tu aurais aimé recevoir quand tu as commencé. Il faut essayer, en fait, surtout. Je pense que c'est vraiment le seul conseil que je peux donner, parce qu'après, il y a plein de conseils techniques, plein de choses que les gens n'osent pas ou ils pensent qu'ils ne savent pas faire. En fait, je pense qu'il faut juste essayer. Forcément, il y a des gestes pâtissiers qui permettent de mieux y arriver, qui s'apprennent. Mais je me dis, quelqu'un qui n'a jamais essayé parce qu'il a trop peur, c'est dommage. Ouais, c'est pas grave, on se trompe, on recommence. Après, c'est dommage s'il y a des pertes et tout, mais
Mais je trouve que quand on veut faire à manger à la maison, qu'on veut faire un bon gâteau et puis qu'on n'ose pas partir sur un truc qu'on ne connaît pas et tout, il faut essayer. Je pense que celui qui a vraiment envie de faire quelque chose de bien, il peut y arriver. Il faut regarder, on a des très bons livres maintenant. Je trouve qu'on a une gamme de livres qui est assez folle. Hein. J'en vois de plus en plus. Mais même, je veux dire, pour les professionnels, hein, j'ai vu des livres vraiment exceptionnels ces derniers temps. Et je me dis que quelqu'un qui a vraiment envie de se faire plaisir, qui prend un bon livre, il peut y arriver. Parce qu'au final, la pâtisserie, il faut être assidu. Il faut vraiment suivre à la lettre. Et puis, si on suit les températures, les techniques et tout, on peut y arriver. C'est pas si compliqué. Il faut prendre le temps. Merci pour ces conseils. Écoute, en troisième partie, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Donc déjà, quel est le classique que toi, t'aimes bien retravailler ? Est-ce qu'il y en a un ? Oui, la tarte au chocolat. C'est celle que je vous parlais, que j'ai fait à l'ouverture de l'Oiseau des Ducs, tarte au chocolat. En fait, c'est une ganache un peu mi-cuite que j'adore. Ce que j'aime, en fait, c'est une ganache mi-cuite où je mets un œuf dedans. Parce que je trouve que quand on a une ganache trop riche, trop ferme, sèche en fait. Dans mon terme, on dit sèche parce que c'est pas une ganache qui est aérée, qui est moelleuse. C'est dommage. Donc moi, je la retravaille toujours avec une ganache un peu mi-cuite, un peu tremblotante, qui sort du four, qui est tiède. Et ça, j'adore. C'est quoi ton péché mignon ? Le praliné. Le praliné, les noisettes caramélisées. En général, voilà, dès que je fais un praliné, c'est difficile pour moi de résister. Et c'est quoi ton praliné préféré ? Avec quel fruit sec tu aimes ? La noisette du Piémont, c'est ma préférée. Et j'avoue que vraiment, quand j'en fais, j'ai du mal à résister déjà à goûter les noisettes. Bon, après, il faut goûter, hein, mais après, il faut s'arrêter aussi. La Bourgogne-Franche-Comté, en 3 saveurs, ça donne quoi ? Eh bien d'abord, je mettrais le cassis en avant parce que je trouve que c'est un ingrédient que j'utilisais pas assez et qui est tellement riche, tellement complexe parce qu'on a tout dans le cassis en fait. On peut utiliser les feuilles, on peut utiliser, nous on utilise le poivre de cassis aussi. C'est une épice qui vient des bourgeons séchés. On utilise le cassis en grains, le cassis en purée. On a... Je trouve une palette aromatique sur le cassis qui est assez exceptionnelle et qu'on n'utilise pas assez. Après, en deuxième produit, je partirais sur la moutarde parce que je l'ai découvert un peu dans mes desserts aussi, surtout dans le macaron. Et je pense que je peux aller plus loin dans cette moutarde et j'y travaille. Je suis encore dans mes essais. Et en troisième, je parlerai du vin, même si je l'utilise pas ou peu dans mes desserts. Je pense que c'est quand même la saveur qui ressort le plus en Bourgogne-Franche-Comté. Et le cassis, je voulais revenir un peu dessus, comme tu as dit qu'il y avait une palette aromatique très large juste avec le cassis. Est-ce que ça pourrait, peut-être que tu l'as fait et vous l'avez imaginé, de faire, tu vois, un dessert justement qui regroupe un peu toutes ces palettes aromatiques du cassis parce qu'elles s'associent bien. Tu vois, de faire quelque chose avec la feuille, quelque chose avec le fruit et quelque chose avec le poivre de cassis ou... En général, j'essaye de travailler comme ça. Par exemple, je fais une madeleine au poivre de cassis avec un cœur cassis. Et donc là, je travaille le fruit parce que j'aime bien faire une compotée où on sent un peu encore qu'il y a du fruit entier dedans. Et j'essaye justement de faire, quand je travaille le cassis, ce travail-là. Après, c'est une bonne idée d'avoir ce dessert 100% cassis parce que souvent, moi, le cassis, je l'associe avec d'autres choses. Et je pense que... Je pense qu'il faut aussi, c'est mon travail comme par exemple sur la tomate, de me concentrer sur un seul produit et d'essayer de l'amener à son maximum au niveau des arômes, du visuel et tout. Et c'est un peu aussi en ce moment ma façon de faire. Donc c'est une bonne idée, je vais travailler là-dessus. Non mais parce que c'est vrai qu'en plus la tomate c'est ce que tu as dit, mais des fois c'est vrai qu'on pourrait imaginer, tu vois, des desserts un peu, pas une saveur, du coup un ingrédient, mais qui du coup montre plein de saveurs puisque chaque... Oui, parce que quand on parle de la tomate, c'est pareil, hein, la tomate, que ce soit la tomate verte, la tomate jaune, on a plein de... Et puis même, je trouve que j'ai découvert ça aussi, tout ce qui est les rafles de la tomate.
et tout, qui apportent un petit peu cette amertume qu'on pourrait utiliser, la peau qu'on peut utiliser en croustillant. On a, je pense, besoin en fait de retravailler tout ça pour remettre en valeur les produits. Et je fais ce travail pour la tomate pour cet été, mais le cassis, c'est une bonne idée. Je vais travailler là-dessus. J'ai hâte de goûter ça alors. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien créer un dessert à 4 mains ? Oh, c'est un rêve. J'aime beaucoup Claire Hetzler dans sa façon de travailler, dans sa façon de créer, d'être aussi, parce que je l'ai rencontrée, j'ai fait un stage avec elle il y a quelques années, et j'avoue que tout son travail là, qu'elle est en train de faire en ce moment sur une pâtisserie responsable, sur le sourcing, sur la façon aussi qu'on a de s'alimenter, l'utilisation d'autres farines, l'utilisation d'autres produits, ça m'inspire beaucoup. Et j'avoue que depuis que je la connais, j'ai tous ses livres et tout, je suis fan de tout ce qu'elle fait. Et le visuel, j'adore tous ces visuels, Donc j'avoue que pour moi, c'est une des meilleures pâtissières dans son ensemble, parce que parfois, par exemple, j'adore des goûts de certains, mais les visuels me plaisent moins, ou j'adore le visuel, mais le goût me plaise moins. Et elle, pour moi, c'était l'ensemble qui me séduit, et du coup, faire un dessert avec elle, ce serait un rêve. Mais je sais pas si c'est faisable. Je te le souhaite. Mais en plus, j'imagine que c'était un peu, tu vois, une figure aussi qui t'a beaucoup inspiré. Enfin, c'est une des premières pâtissières qui a été vraiment mise en avant et reconnue. Ouais. Donc, en tant que femme, ça peut aussi t'inspirer. Oui, bien sûr. Et ça faisait du bien de voir une femme chef pâtissière. En plus, elle a été en restaurant. Ensuite, elle a été en boutique. Et elle a une certaine douceur quand on la rencontre. Mais derrière, on sent qu'elle sait être ferme. Et ça me plaît aussi, parce que je trouve qu'on range trop les femmes, en général, que ce soit pas dans nos métiers, mais en général dans cette douceur, on n'imagine pas en fait qu'elles peuvent être chefs aussi, qu'elles peuvent mener des hommes, qu'elles peuvent... Et ça, on en a besoin de voir ces figures comme ça un peu... Voilà, c'est pas parce qu'on est une femme, ou qu'on a des enfants, ou qu'on est un peu... maternelle, qu'on ne peut pas avoir ce rôle de chef pâtissière, je sais pas comment dire, moi, de meneur aussi, parce qu'il n'y a pas que les hommes en fait. Et si maintenant je te demande de créer un nouveau dessert qui évoque une balade en forêt, qu'est-ce que tu ferais ? Une balade en forêt, déjà peut-être des champignons, parce que j'adore les champignons, et que quand je travaillais à Saulieu dans le Morvan, on allait souvent chercher des cèpes, et ça j'adore. J'adore me promener en forêt, vraiment. C'est quelque chose qu'on ne fait plus beaucoup depuis qu'on est à Dijon, parce qu'elles ne sont pas aussi proches que quand on était à Saulieu, et puis on a moins de temps, mais j'adore ça. Et travailler le cèpe, je l'ai déjà fait et j'aime beaucoup. Donc je pense que je partirais sur le cèpe, peut-être le sapin aussi, parce que j'aime bien les forêts de sapin, justement, où on trouvait les cèpes, et je trouve que c'est un parfum qui va très bien dans les desserts. Et voilà, après il faut trouver quelque chose un peu aussi de rassurant là au milieu. Souvent ce que je fais, c'est ça, c'est quand je crée un dessert où il y a un parfum qui est un peu déroutant, comme le cèpe, on ne se retrouve pas souvent quand même dans les desserts. J'essaye de trouver quelque chose de rassurant derrière, que les gens ne soient pas totalement perdus, totalement dans l'improvisation. Et du coup, je pense que ce côté peut-être réconfortant, ce serait soit le chocolat, soit quelque chose d'un peu... caramel, trouver quelque chose en fait, voilà, qui rassure un peu les gens là-dessus. Oui, en plus ça me fait penser, j'ai enregistré avec Brandon Dehan il n'y a pas très longtemps, et justement il me disait qu'il avait fait un dessert justement avec un goût de cacao grâce aux champignons, que en travaillant le champignon d'une certaine manière, ça avait presque un goût de chocolat, donc c'est vrai que ça peut... Oui, c'est vrai, et ce côté un peu torréfié aussi, je pense qui peut être utilisé pour faire penser au chocolat, ouais, j'imagine. Merci. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Du coup, plutôt vanille ou chocolat ? Ah, mon cœur balance. Je dirais chocolat. Plutôt fraise ou rhubarbe ? Plutôt fraise. Saveur d'été ou saveur d'automne ? Saveur d'été. Plutôt dessert à l'assiette ou gâteau de voyage ? Dessert à l'assiette, sans aucun doute. Et enfin, plutôt macaron à la moutarde ou madeleine au cassis ? Je dirais madeleine. Écoute Lucille, merci beaucoup de m'avoir reçue ici, et puis merci pour cet échange, c'était passionnant. Merci à toi Léa, merci beaucoup.
J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de François Josse. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!